enfants juifs de France, héritiers de la Révolution. Allons enfants juifs de France, un héritage devenu mission. D'un élan révolutionnaire, porteur de l'histoire d'une nation, c'est de Tzarfat que viendra la lumière. À nous la France, par Isaac Blumken, édité en 1913. En préparation, ce que nous ferons de la France, volume 1. À nous la France. La France est une expression géographique. Le nom de France désigne le territoire compris entre la Manche et les Vosges, entre le golfe de Gascogne et les Alpes. Les hommes qui sont maîtres de cette région s'appellent les Français. Maintenant, c'est nous, Juifs, qui régnons et commandons en France, où les indigènes nous obéissent et nous servent, nous enrichissent. Donc c'est nous les Français. Un peuple remplace un autre peuple. Une race remplace une autre race. Avec de nouveaux Français, la France continue. Nous sommes une grande nation de 12 millions d'hommes, l'une des plus riches et malgré notre dispersion, la plus homogène, la plus solidaire, la plus fortement organisée de la Terre. Plus de 5 millions des nôtres campent en Russie, dont 2 millions en Pologne russe. Plus de 2 millions en Autriche-Hongrie. 700 000 en Allemagne, 300 000 en Turquie, 300 000 en Roumanie, 200 000 en Angleterre. Il n'y a que 60 000 d'entre nous à Jérusalem, et il y en a 150 000 à Londres, et 1200 000 à New York. Mais notre pays d'élection est la France, parce que le climat y est sain, la terre y est riche, l'or y abonde, et les indigènes s'offrent d'eux-mêmes à tous les conquérants. Privés de patrie, nous devons nous installer dans la patrie des autres, en cherchant la ligne de moindre résistance. Et c'est dans l'organisme français que nous avons pénétré le plus aisément et que nous nous sommes implantés le plus fortement. Avant l'affaire Dreyfus, nous comptions en France 100 000 des nôtres. Depuis le commencement du XXe siècle, par les soins du consistoire et de l'alliance avec le concours des ministères successifs que nous avons tenus en laisse et des hommes à nous que nous avons postés dans l'administration, nos frères ont été appelés, amenés, casés, pourvus du nécessaire et du superflu en cette terre de Canaan, par 20 et 30 000 chaque année. Le président Loubet et le président Fallières vivront dans la mémoire d'Israël. En décembre 1912, l'organe du judaïsme en Tunisie publiait, par sa partie officielle, cette expression de notre gratitude. Partie officielle. Le président Armand Fallières, au moment où notre aimé et vénéré président de la République, M. Armand Fallières, son septennat terminé, va rentrer dans le rang et redevenir un simple, mais désormais illustre citoyen de la France républicaine. Qu'il nous soit permis dans cette revue française, au premier chef, de le saluer respectivement. M. Fallières est un ami du judaïsme français, et il a toujours entretenu avec nos co-religionnaires de la métropole les relations les plus courtoises. Lors de sa venue en Tunisie en 1911, il avait reçu avec beaucoup de cordialité les diverses délégations israélites qui étaient allées lui présenter leur hommage déférent. Il eut des paroles de sympathie pour le loyalisme de nos frères indigènes et pour leur collaboration dévouée à l'œuvre civilisatrice et émancipatrice de notre chère patrie. Rappelons encore que c'est lui qui décora de la Légion d'honneur notre éminent collaborateur M. Elie Fitoussi, honorant de la sorte, en la personne de notre délégué, le judaïsme tunisien tout entier. Nous renouvelons, par M. le Président Fallières, l'expression de notre plus profond respect et nos meilleurs souhaits
le suivent dans sa retraite. Judaïsme tunisien et nord-africain. Les dernières signatures que donna le vénéré président Fayer accordaient le titre et les prérogatives de citoyens français à nos frères. Marcus Grunfeld, Vohan Skolak, Ferman, Zenfman, Gültarushla, Merowitz, Jacob Aria, Taxen, Urtz, Anna, Weinberg, Kaiser, Kömer, Ott, Lou, Spivakoft, Refenberg, Kopetzky, Anno, Weisserg, Esther Lévy, Ruben Schlimowitz, Dobez dit Daubisson, Goldstein, Gimracheni, Cahen, le bien-aimé Poincaré, encadré par Klotz, ministre juif, et Grunbach, sous-ministre juif, marche résolument dans la même voie que ses prédécesseurs. Il nous avait déjà donné des gages de son dévouement à plusieurs reprises. C'est celui qui évalua, comme ministre des Finances, la succession de notre grand Rothschild, entre guillemets, Amschel Meyer, à 300 millions, faisant ainsi remise aux héritiers de droit, qui seraient montés à quelques centaines de millions, et surtout dissimulant au regard de la plèbe française l'énormité des fortunes qu'alimente sa servilité. C'est encore le président Poincaré, qui, en qualité d'ancien président du Conseil, et d'avocat pris sous sa protection notre sœur Mafra Salomé Slodowska, dame Curie, et n'épargna rien pour accabler une sotte française. Grâce à son influence, les enquêtes gênantes furent arrêtées, les pièces compromettantes furent étouffées, les témoins dangereux furent intimidés. Il fallut un hasard malheureux pour que la Française et sa couvée échappassent à nos pièges, si bien tendus par notre hardi compatriote. Les premières signatures données par le nouveau chef de l'État ont accordé le titre et la prérogative de citoyens français à nos frères. Jacob Einstein, Stein, Kissel, Moïse Abraham, Rachel Lehmann, Naïm Zaidman, Nessie Flack, Tugendat, Steinmetz, Asher Loury, Slatarok, Weissmann, Leb, Reicher, Bassa Weixler, Abraham Kerestegi, Bonn Grunebaum, Kouchnetsky, Zelenka, Klotz, Moïse Lebovitch, Olga Herzokovici, Reisner ou Reiner, qui apparaissent dans le bulletin des lois. C'est ainsi que M. Poincaré continue l'œuvre de Mme Loubet et Fayer. Il ne saurait d'ailleurs nous manquer. Ce n'est pas de lui que nous accepterions une résistance à l'introduction d'éléments étrangers dans le corps français. Nous lui permettrons un nationalisme de parade. Il sait bien quelles considérations nous ferions valoir pour lui interdire un nationalisme effectif. Il n'y s'y risquera jamais. La prudence est le trait principal de son vigoureux caractère. Pendant la crise qui secoua plusieurs années son pays, M. Poincaré eut le courage de se tenir quoi? De ne pas prendre parti, de réfréner à la fois sa passion de justice et son instinct patriotique. Plus tard, après la victoire, il libéra sa conscience et reconnut publiquement que les vainqueurs avaient raison. Le 13 septembre, au cours de sa royale randonnée,
Monsieur Poincaré présidait royalement le banquet offert en son honneur à la préfecture de Cahors. Il avait à sa droite Madame Klotz, juive, femme de ministre. À sa gauche de Madame Monzi, juive, femme de sous-ministre, les femmes indigènes occupaient des tabourets un peu plus bas. Le président de la République, entre les deux princesses juives, affichait son rôle et son dévouement. Vive Poincaré. Il s'appellerait d'ailleurs Pams ou Deschanel, que ce serait exactement la même chose. La France est désormais à nous. La République est à nous. C'est Steinbach, Goldman, Kahn, Sohamann, Oberwecht, Taxen. C'est Cholak, Rouchla, ou Roukla, Merowitz, et Gelbrunk, qui nous renforcent chaque année par vingtaines de mille. Et qu'est-ce que l'initiation maçonnique? L'initiation maçonnique, c'est pas rentrer dans un club. C'est pas accepter, c'est pas faire une cérémonie un peu bizarre, etc. C'est un sacramental luciférien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Nicoulot, dans le livre L'initiation maçonnique. Monsieur Nicoulot était le directeur de la revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Join. Monseigneur Join, dont la cause de canonisation est ouverte à Rome. La revue internationale des sociétés secrètes est la revue la plus extraordinaire sur la démonologie et la judéo-maçonnerie. Nous ne sommes pas judéo-chrétiens, nous sommes chrétiens. Mais la judéo-maçonnerie est liée. Bien. Satan est le général en chef, les juifs kabbalistes et talmudistes, donc de la synagogue judaïque, sont les généraux et les francs-maçons sont les officiers. Bien. Et donc il faut bien ne pas se tromper sur les hiérarchies et donc sur l'ennemi. Cette initiation maçonnique va donc imposer un joug de fer à la France depuis la Révolution. Et quelles que soient les villes de France, ce sont toujours les membres des loges qui sont membres du conseil municipal. Un jour c'est à droite, un jour c'est à gauche. Ça change de la loge de droite à la loge de gauche. Mais c'est toujours des francs-maçons. Et les gouvernés c'est 999 pour 1000. C'est vous et moi. Les gouvernés sont toujours pareillement, ne font jamais de politique. On les fait voter très rarement, tous les 5 ans. On les fait voter pour des candidats choisis par la tête. Parce que les gouvernés vont être divisés en partis, PARTI, à laquelle on mettra un parti, non, parti PARTI-US, à laquelle on mettra en chacun un parti PARTI. Et un parti n'existe pas s'il n'a pas reçu l'accord des supérieurs inconnus. Je cite dans un livre qui est en vente là, mais j'en ai qu'un exemplaire, vous pouvez éventuellement après le demander, sur vrais et faux principes et maîtres, 2 petits entrefilés. Voici 2 brèves extraites de journaux très discrets. Il faut bien comprendre que cette information est lue par des initiés, non pas comme une visite protocolaire, mais pour faire savoir à ceux qui le doivent que ces 2 personnes ont été investies par les vrais dirigeants, les supérieurs inconnus, pour une mission politique précise. Gringoire, le 14 novembre 1941. New York, 28 octobre. Le New York Journal American annonce que l'ex-général de Gaulle a assuré au Dr Weiss, président du Congrès juif aux États-Unis, que tous les droits des juifs seraient rétablis en France à la fin de la guerre. Il a le pouvoir. La vie française du 2 au 8 mars 1987. Le Pen à New York. Jean-Marie Le Pen, accompagné notamment du député Charles de Chambrun, a été reçu les 19 et 20 février dernier par le Council on Foreign Relations, puis par la communauté juive new-yorkaise. Il les aurait rassurés sur ses orientations politiques. Personne n'existe en politique sans ce feu vert. Réfléchissez, tirez-en les conclusions qu'il faut. Tous ces gens sont aux ordres des supérieurs inconnus. Et vous voulez continuer? Et vous voulez continuer la révolution? Et vous voulez voter?
L'État, c'était le fer de lance de l'autodéfense et c'était le fer de lance du militantisme actif. Il y avait 2 jours par semaine minimum, une journée c'était l'entraînement et une journée c'était la formation idéologique pour savoir pourquoi on s'entraînait. L'entraînement à quoi? Au combat. C'est évident. Nous avions à l'époque les méthodes israéliennes du Krav Maga, du karaté, d'attaque, enfin, etc., etc. C'était assez violent, même à l'entraînement. Propos antisémites sévèrement réprimés. Scène pénible, provoquée par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël. Quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. On n'a pas peur de frapper. Bizarrement, on n'était pas arrêté. Je pense que c'était pour des raisons d'État. À une certaine époque, la politique française a joui et bénéficié de notre activité. Le gouvernement Mitterrand était propice à toutes nos actions. Parce que moi, une fois, j'ai été convoqué à la brigade criminelle pour une opération et ils nous avaient dit la prochaine fois, cognez-les discrètement. Voilà, c'est ce que je me rappelle. Donc, c'était quelque part, faites ce que vous voulez, mais faites pas de bruit. D'abord, ça a aidé le parti au pouvoir, le Parti socialiste. Chapitre 2. Les porteurs de la lumière. Les judéo-maçons ont fomenté la Révolution française. Voltaire. Lettre à Helvétius. Avril 1761. Une fois que nous aurons détruit les jésuites, nous aurons beau jeu contre l'infâme. Ô philosophes, écrasez l'infâme tout doucement. Pape Léon XII, Quo Graviora, 1826. On ne doit pas s'imaginer que nous attribuions faussement et par calomnie à ces associations secrètes tous les maux et d'autres que nous ne signalons pas. Les ouvrages que leurs membres ont osé publier sur la religion et sur la chose publique, leur mépris pour l'autorité, leur haine pour la souveraineté, leurs attaques contre la divinité de Jésus-Christ et l'existence même d'un Dieu, le matérialisme qu'ils professent, leurs codes et leurs statuts qui démontrent leurs projets et leurs vues, prouvent ce que nous avons apporté de leur effort pour renverser les princes légitimes et pour ébranler les fondements de l'Église. Et ce qui est également certain, c'est que ces différentes associations, quoique portant diverses dénominations, sont alliées entre elles par leur infâme projet. Ainsi ceux qui n'ont pas passé les rangs inférieurs doivent être considérés comme les complices du même crime, et cette sentence de l'apôtre tombe sur eux. Ceux qui font ces choses sont dignes de mort, et non seulement ceux qui les font, mais même ceux qui s'associent à ceux qui s'en rendent coupables. Une enquête plus détaillée sur le luciférianisme sera disponible dans une autre vidéo. Mais pour l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des francs-maçons ne savent rien de tout ce qui va suivre. Donc je ne parle pas des pingouins qui s'amusent et frissonnent dans les loges devant les symboles de base. C'est les têtes pensantes des hauts degrés qui ont fait le coup d'État. Ils nous disent que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Ils ont raison, c'est une secte dont les rites et les procédures sont orientés vers Lucifer. Quand on monte les échelons, on passe de l'humanisme laïcard au luciférianisme, pour ensuite tomber dans le satanisme. Car au final, ça n'était que ça depuis le début, du satanisme en dentelle. Magie blanche, magie noire, c'est la même chose, car c'est la même source. La franc-maçonnerie n'est que l'un des bras de la pieuvre, dont la tête est le pouvoir occulte aux mains des Juifs, qui possèdent l'argent, et dont Lucifer est l'inspirateur, l'intelligence est le chef. Les rites maçonniques sont inspirés de la Kabbale juive, la synagogue de Satan. Donc inutile de dire que je traite le sujet comme une conspiration faite uniquement d'hommes de genre mafieux. Non, le problème est spirituel. Ce sont des hommes qui écoutent des démons. La seule différence qui reste entre eux, c'est la hiérarchie du zèle. La Révolution française, c'est la synagogue de Satan contre l'Église du Christ. C'est donc Satan contre la Trinité. Toutes les fausses religions, islam, bouddhisme, etc., sont des conspirations sataniques. Mais ce ne sont pas ces dernières citées qui ont fait la Révolution française. Elles ont aidé indirectement les fauteurs principaux à fragiliser le royaume. Mais dans la loi du plus fort et de celui qui commande chez ces ennemis-là, c'est le groupe luciférien judéo-maçon qui l'a emporté. Cette conspiration luciférienne a depuis longtemps cherché à aboutir à un gouvernement mondial unique en recourant à toutes sortes de stratagèmes vicieux. Mais les protocoles, connus comme les protocoles des sages de Sion, furent son outil principal.
Il n'y a qu'à le lire pour le comprendre. La conspiration existe vraiment. Mais tout de suite, brisons le mythe souvent entendu ou lu dans des magazines à désinformation, disant que c'est rien d'autre que l'œuvre d'un faussaire. Citation. Si les protocoles étaient des contrefaçons, comme seuls les médias juifs et leurs lecteurs osent l'affirmer, alors le paradoxe est confondant, à savoir que tout ce qu'ils décrivent allait passer sous nos yeux. Tout ce qui est dit est contenu dans le Talmud et dans Shulchan Aruch. À l'armée, les communautés juives du monde imaginèrent une parade. Le texte des protocoles, affirmèrent-elles, était de la main d'un faussaire, d'un antisémite, et non pas le compte-rendu d'un convent, comme l'assurait Serge Nilus. Mais cette parade ne devait pas tenir longtemps, puisqu'en effet l'esprit qui traverse les protocoles est l'esprit même qui traverse aussi le Talmud. Un même esprit de subversion et de domination haineuse contre la personne du Christ, l'Évangile et son Église. La controverse sur l'authenticité des protocoles ne visait autre chose qu'un blocage aux publications, une censure. Or, en langage de notre époque, nous sommes en face d'un copier-coller de passages du Talmud dans les protocoles. Au voleur, à l'assassin, crie le malandrin juif qui vient d'égorger un malheureux ou d'arracher son sac à une vieille dame, et qui va profiter de la confusion que provoqueront ces hurlements pour filer. C'est une ruse enfantée par l'hypocrisie et le cynisme pharisaïque, une recommandation millénaire du Talmud. Accuser un goy quand on risque le flagrant délit. Fin de citation.